Donc ce soir, le thème, la démocratie en débat. Et c'est la suite de la conférence que vous avez faite ici même, Maxence Écart. Et le professeur Magnard le prie de l'excuser, il est retenu auprès de sa sœur. Et dans ce livre qui est fondamental, qui est une véritable somme, vous évoquez la démocratie et ses avatars depuis l'Antiquité, en passant par les pseudo-lumières jusqu'à aujourd'hui. De nombreux points peuvent être objet de débat. La semaine dernière, on avait quelqu'un, un spécialiste du problème de la souveraineté. Voir comment certaines notions, au cours des siècles, sous l'influence de différentes philosophies, ont pu être gauchies et aboutir, au contraire, des principes. Ce soir, j'ai invité, pour vous donner en quelque sorte la contradiction, selon la bonne vieille méthode médiévale de la disputatio. Et il est bon, il est juste, nécessaire qu'il y ait débat, comme le dirait certains fameux consignes, dans des justes limites, ou dans des justes proportions. C'est une expression qui revient très souvent. Donc, vous avez écrit Le miroir des peuples, enquête sur l'avenir de la République. Alors, République dans le sens antique du terme, car je pense que tout le monde ici pourrait reprendre la phrase de M. Volkov. Nous sommes très modérément démocrates. Bon. Très modérément, oui, démocratique. Voilà, très modérément. C'est ça. Je pense qu'il serait bon, Maxence, que c'est pas difficile, en quelques minutes, d'exposer les points essentiels de votre thèse, et après, engager un débat, et après, les questions. C'est moi qui commence. Alors, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer à nouveau dans votre cercle. Et donc, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là à la conférence précédente et qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de lire mon livre, je voudrais exposer en quelques instants ce qu'il contient. Donc c'est un travail de synthèse sur la démocratie et la démocratie moderne, c'est-à-dire celle dans laquelle nous vivons. Et donc cet ouvrage en fait a deux parties. La première partie est assez classique, je dirais. J'y relève en quelque sorte les contradictions du système démocratique. Ça n'est pas très original, d'autres que moi l'ont fait avec beaucoup de talent et depuis l'origine, puisque vous savez que les philosophes grecs, comme Platon, comme Aristote, étaient assez critiques de l'expérience de la démocratie athénienne. Ils considéraient que c'était un régime qui n'avait pas très bien fonctionné et avait mené Athènes à un certain désordre, une certaine ruine. Alors j'explique dans mon livre que la démocratie où nous vivons est très très différente de la démocratie athénienne. Toutefois, il y a malgré tout des points de ressemblance tout à fait remarquables. Et je dirais aujourd'hui où malheureusement la société dans laquelle nous vivons est peut-être un peu fatiguée, les institutions me semblent être un peu fatiguées, eh bien la démocratie à ce début du XXIe siècle ressemble beaucoup à la démocratie athénienne de la fin, voyez, après la guerre du Péloponnèse. Donc un régime où il y avait énormément de corruption politique, beaucoup d'affaires, beaucoup de procès, beaucoup de lois, des lois dans tous les sens, Démosthène le dit, des lois qui se contredisent les unes les autres. Et puis un régime où les gens étaient un peu achetés par le pouvoir,
par l'État qui payait les citoyens pour les faire vivre, et une démocratie qui se lançait souvent dans la guerre pour essayer de sauver le régime. C'est ça l'histoire de la guerre du Péloponnèse. Alors, la démocratie est en quelque sorte percluse de contradictions. Nous avons tous l'expérience de ce régime politique et nous savons que nous qui faisons partie du peuple, qui sommes des citoyens de base, nous savons que nous ne gouvernons pas. Et donc, quelque part, la souveraineté populaire, le gouvernement par le peuple, nous savons que ça ne correspond pas à la réalité dans laquelle nous vivons. Et nous savons qu'au contraire, le pouvoir est entre les mains d'une élite qui se le repasse de génération en génération et qui gouverne selon sans doute d'autres critères. Et les dernières élections auxquelles nous avons assisté, les présidentielles et les législatives, sont très remarquables à ce sujet, puisque quelque part, alors que tout le monde attendait une véritable alternance, eh bien nous avons vu la reconduction, y compris des mêmes partis, avec quelques différences, mais on voit bien qu'on est dans la continuité. Alors une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a dit que la démocratie était pleine de contradictions, que c'était en quelque sorte un mensonge, puisque nous, qui sommes un peu les citoyens de base, nous savons bien que nous ne gouvernons pas, eh bien, doit-on considérer que ce régime est absurde, qu'il n'a pas de logique, qu'il nous mène à l'erreur et dans le mur? Eh bien, la seconde partie de mon livre se porte en faux contre cela. La démocratie est, de mon point de vue, un régime extrêmement cohérent, et toutes les contradictions que l'on peut relever ont une explication. Alors laquelle? Et c'est là que j'en viens à ma thèse propre. Ma thèse est que la démocratie est beaucoup plus qu'un régime politique. Et pour la comprendre, pour que les contradictions s'éclaircissent, eh bien, il faut aller à un autre niveau que le niveau politique. Il faut aller au niveau métaphysique. Alors, métaphysique, c'est un grand mot. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, la métaphysique? Non, non, c'est pas du tout un grand mot. La métaphysique, c'est simplement la vision qu'on peut avoir du monde, de son origine, de la manière dont il fonctionne. Et j'ai tenté de prouver dans mon livre qu'il y avait une métaphysique sous-jacente à la démocratie. Et ça n'est pas une simple hypothèse. Je le prouve. Et comment est-ce que je le prouve? Je le prouve en étudiant la métaphysique des grands penseurs de la démocratie, des philosophes des Lumières, des Rousseau, des Kant, des Hegel. Et j'ai relevé dans les œuvres de tous ces grands philosophes qui structurent la pensée moderne, j'ai relevé toutes les traces d'une philosophie qui est très ancienne en réalité, et qui est la philosophie d'Épicure. Aujourd'hui, il est de bon ton, vous le savez, de se dire épicurien, parce que tout le monde veut profiter de la vie, et c'est quelque part bien naturel, et on dit, moi j'aime bien le bon vin, j'aime bien le bon saucisson, je suis un épicurien. Et moi aussi j'aime bien le bon vin et le bon saucisson, mais je ne suis pas épicurien. Et pourquoi ne suis-je pas épicurien? Eh bien parce qu'Épicure, c'est beaucoup plus que la question du bon vin. Épicure, c'est un philosophe qui vient, je le souligne, après Aristote, et qui explique que le monde s'explique par lui-même. Le monde, on n'a pas besoin d'imaginer ce qu'Aristote appelait un premier moteur, un être suprême, qui l'aurait créé, qui lui aurait donné un ordre, qui lui aurait donné des lois, qui seraient stables. Eh bien, Épicure nous dit, tout cela n'est rien. Le monde est issu du hasard, il arrive par hasard, et il y avait d'autres philosophes avant Épicure qui ont dit cela, mais il en a fait une belle synthèse, si vous voulez, qui est restée dans l'histoire des idées. Et donc, ce monde s'explique par lui-même et il évolue, il progresse dans l'histoire des hommes. Et donc, ça, c'est une thèse
qui est très moderne, puisque vous avez reconnu évidemment la thèse de Darwin. Darwin nous explique que les espèces sont venues sur la surface de la Terre par hasard, par des mélanges qui sont un peu obscurs, mais que beaucoup de scientifiques de par le monde cherchent à expliquer, où eh bien, des molécules sont devenues de plus en plus complexes, et puis ensuite on crée des organismes un petit peu vivants, et puis ensuite ces organismes se sont agrégés, ont formé des monstres, certains ont survécu, ça a fait des animaux, et ces animaux un jour sont devenus des hommes. Et donc si le monde évolue en permanence, cela veut dire qu'il n'a pas de règles définitives, ce que nous disait Aristote. Aristote avait une vision du monde très différente. Aristote disait non, le monde a été créé par un être suprême qui lui a donné des règles qui sont stables. Si donc il n'y a pas de règles stables, si la loi naturelle n'existe pas, eh bien il faut bien à un moment que les hommes se donnent une loi. Parce que s'ils vivent sans loi, eh bien on ira forcément à la guerre des hommes les uns contre les autres et on aboutira à un désastre, à la destruction de l'humanité. Et donc, pour les philosophes des Lumières, la loi définie par les hommes, eh bien c'est la loi, la seule loi que peut avoir le monde. Et vous expliquez ainsi qu'aujourd'hui, la seule loi qui existe, c'est celle que vous trouvez dans le Code. Il n'y a pas d'autre loi que le Code. Et la morale se résume au respect du Code. C'est ce qu'on a appelé le positivisme. C'est le fait de dire que les seules lois sont celles qui sont posées par les hommes. Et vous voyez bien que ça n'est plus une question politique, c'est simplement pour assurer le progrès de l'humanité, puisque désormais, nous disent les philosophes les plus récents, le progrès des hommes n'est plus un progrès physique. Les hommes sont à peu près stables dans l'histoire, même si nous sommes sans doute un peu plus grands, peut-être pas forcément plus forts, mais un peu plus grands que nos aïeux. Il n'empêche que l'évolution physique se voit peu d'une génération à l'autre. Par contre, l'évolution sociale est tout à fait considérable. Et à l'échelle même d'une vie, si nous interrogeons nos anciens, eh bien ils vous diront que le monde de leur enfance n'a plus rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a donc une évolution considérable au sein même, génération après génération. Et donc, le rôle de la démocratie est d'assurer que cette évolution et ce progrès se fassent harmonieusement et dans la paix. Voilà ce que je dis un peu dans mon livre. Alors, cette métaphysique épicurienne, c'est une sorte de matérialisme, puisqu'évidemment, si le monde s'explique par lui-même, l'esprit et la matière, c'est la même chose. Donc on ne distingue plus l'esprit et la matière, on ne distingue plus l'âme et le corps. Je sais que dans ce cercle, vous avez eu beaucoup de conférences sur les enjeux de la médecine contemporaine, sur le transhumanisme, sur des questions morales qui sont posées par les découvertes de la médecine. Mais en fait, si nous sommes dans un monde matérialiste, eh bien, tout cela est une évolution qui est normale et naturelle. Voyez ? Et ensuite, si ce monde est matériel, le seul bien commun qui existe, eh bien, c'est le bien matériel. C'est donc la richesse. Et ainsi s'explique que les démocraties dans lesquelles nous vivons n'ont qu'un but, en fait, c'est de s'enrichir et d'enrichir les gens. Et par des mécanismes de distribution, de rendre la vie de chacun toujours plus égale à celle de son voisin, de manière à permettre une évolution pacifique de l'espèce humaine. Voilà ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Et donc, en résumé, la démocratie, c'est pas de la politique, c'est de la métaphysique. Alors, pour vous répondre, bon, je ne vais pas m'attarder comme vous sur mon livre. Je vais d'abord me présenter parce que c'est important que je parle juste 2 minutes de moi pour comprendre ma démarche. Ensuite, je parlerai de mon ouvrage et puis j'amorcerai le débat en rebondissant sur certains de vos arguments que je ne suis pas dans votre livre. Donc moi, je n'ai pas fait au départ d'études d'histoire ou de philosophie. Je suis issu d'un monde qui n'a rien à voir avec ça.
Et un jour, je me suis posé la question la question de ma place dans la société, et j'en suis venu à lire, à beaucoup lire, à toujours lire plus d'histoire, plus de philosophie, et en particulier de la philosophie politique. Et j'ai découvert Aristote. Je peux tomber amoureux d'Aristote, et j'ai découvert cette notion de zoon politikon, l'animal politique, et je me suis dit, mais oui, bien sûr, je suis un animal politique, je le suis depuis le début, mais je viens juste de le découvrir, et j'ai envie que les autres le comprennent également. Donc j'ai utilisé tous les moyens dont je disposais, tous les moyens, tous les relais du savoir dont je disposais, pour reprendre les études, pour m'acheter en quelque sorte un statut, parce qu'en France ça marche comme ça, quand on n'a pas pas estampillé, qu'on n'a pas la bonne étiquette, on a du mal à faire valoir son point de vue. Et puis je me suis mis, après avoir beaucoup lu, je me suis mis à écrire pour essayer de faire comprendre à mes compatriotes quel était exactement ce qu'on appelait de nos jours démocratie, et montrer que nous ne sommes pas réellement en démocratie, et montrer également ce que pouvait être véritablement une démocratie. Donc voilà, déjà, j'en arrive donc au plan de mon ouvrage, qui s'intitule « Le miroir des peuples ». C'est un ouvrage que j'ai voulu assez ambitieux, parce que je ne veux pas m'en tenir à analyser la démocratie. J'avais aussi pour ambition que cet ouvrage serve à quelque chose. Il n'y a pas que philosophie dans l'expression philosophie politique, il y a aussi politique. Donc concrètement, comment penser concrètement à la réforme de nos institutions, si tant est qu'elles soient mauvaises. Et donc j'ai élaboré ce livre, moi aussi comme le vôtre, en deux parties. Et dans la première partie, j'ai essayé d'analyser tous les faux-semblants, en analysant le terme démocratie, le terme république, tous ces mots auxquels le Quidam est habitué, tous ces mots auxquels il se réfère en permanence, sans les interroger, et en allant chercher, à travers tous les auteurs de la philosophie politique classique, qu'ils soient contemporains, modernes, médiévaux et surtout antiques, essayer d'analyser les invraisemblances, les incohérences également, de notre régime politique, et essayer, toujours dans cette première partie, de mettre en avant le côté éminemment marchand en fait de notre démocratie. J'ai voulu essayer de prouver que notre régime politique n'en est pas un, c'est un régime éminemment économique, et que tout le projet de nos élites depuis 2 siècles consiste en fait à dissoudre le politique dans les eaux glacées du marché, à faire disparaître, après avoir fait disparaître toute idée de religion, à faire disparaître toute idée de politique, et à être amené à une société qui fonctionnerait en roue libre, c'est-à-dire nous serions tous producteurs-consommateurs, et à tour de rôle, on irait voter pour bonnet blanc ou blanc bonnet. Mais j'essayais de montrer à mes lecteurs que nous n'avions en fait aucun pouvoir politique. Vis-à-vis de la démocratie, étymologiquement, je me suis posé la question du démos, mais également du kratos, qui est très peu interrogé dans nos sociétés, et en particulier dans les grands médias. Le débat que l'on tient ce soir ne sera jamais tenu dans les grands médias, parce qu'il est inadmissible, il est impensable de remettre en question le régime dans lequel on vit. Et les gens ont intégré ça. Moi, quand je parle autour de moi avec des collègues, quand je leur dis que je voudrais remettre en question l'idée de suffrage, je réponds, je suis forcément hostile à la démocratie. Vous verrez que je ne suis pas si hostile que ça à la démocratie, à condition de savoir ce qu'on met dans le terme. Donc dans la première partie de mon ouvrage, je vais accélérer un peu, j'essaye de mettre en avant le fait que ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui est un régime économique. Un régime qui est, en fait, j'utilise cette métaphore, c'est un gant que la main du capitalisme enfile. On voit bouger cette main, mais en fait, c'est un gant, et la main du capitalisme enfile le gant de la démocratie. Et dans la deuxième partie de mon ouvrage, j'ai essayé de repenser le régime politique et d'introduire des éléments un peu plus, je dirais, des éléments de verticalité dans la démocratie actuelle, pour essayer de donner des pistes de refondation d'un régime politique qui ne soit pas un retour en arrière vers la monarchie, mais qui soit radicalement opposé à ce que nous connaissons aujourd'hui, donner véritablement un sens
à ce terme de démocratie. Voilà ce que j'ai essayé de faire dans la deuxième partie, en reprenant, en articulant les notions de justice, d'éducation, repenser, reconstruire toute la société, ce que nous connaissons aujourd'hui, mais sous d'autres principes que l'égalitarisme, que le libéralisme, que toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui et qui nous font croire, qui ne sont que des faux semblants, qui nous font croire que nous sommes en démocratie. Donc voilà en gros pour situer mon ouvrage. Et donc, comme je suis fortement intéressé par la philosophie politique, il y a 6 mois, j'ai un ami à moi qui m'a conseillé la lecture de l'ouvrage de Maxence Écart. Et je me suis renseigné un petit peu sur Maxence Écart, on a un peu discuté ensemble, et j'ai lu son ouvrage, il a lu le mien, et je l'ai trouvé bien sûr passionnant, mais j'ai plusieurs points de désaccord. Alors on va pas, dans le temps qui nous est imparti, on ne pourra pas bien sûr parler de l'extinso, mais j'ai relevé déjà une chose, un sujet de désaccord, dans le fait que, j'ai l'impression qu'on n'appelle pas la même chose par le monde de la démocratie. Ce que vous appelez démocratie, quand vous parlez du régime, de notre régime contemporain, pour moi c'est un faux semblant, je l'ai dit, et ce que vous incriminez, vous, sous le vocable démocratie, est pour moi davantage à mettre sur le compte du libéralisme. J'avais noté une phrase dans votre ouvrage. En gros, vous disiez, le libéralisme n'est pas l'essence de la démocratie, mais la conséquence de la démocratie. Je crois que je suis fidèle à vos propos. Tout à fait, oui. Et pour moi, là, par exemple, on a clairement, je pense, totalement l'opposé de vous. C'est-à-dire que vous dites que le libéralisme est la conséquence de la démocratie. Pour moi, le libéralisme est bien l'essence de la démocratie. Le libéralisme apparaît au cours des siècles, bien avant qu'on se réfère constamment à la démocratie. D'ailleurs, dans votre ouvrage, à un moment, vous dites vous-même que la démocratie, on porte véritablement un culte à ce mot à partir, en gros, de la deuxième moitié du 19e siècle. Mais le libéralisme, lui, est en germe bien avant cela. Et je le situe à peu près à partir du XIVe siècle. Il y a tout un ensemble d'éléments qui vont concorder, la puissance grandissante du bourgeois, la fin de la féodalité, la remise en question du droit divin. Toutes ces choses vont augmenter, vont s'agréger et vont conduire finalement à la révolution du XVIIIe siècle et à l'entrée en scène des masses. Et ces masses dont se sont servis les bourgeois pour faire tomber le roi, je parle de manière très imagée, il va falloir leur donner un rôle politique. Et c'est sur la manière d'agencer le rôle politique des masses que s'est constitué le gouvernement représentatif. Qui au départ n'avait rien de démocratique, il était tout à fait comme Madison aux États-Unis ou par Sieyès en France, qu'il ne s'agissait pas de démocratie, mais ils ont trouvé le mot république, c'est tout simplement le gouvernement représentatif, et ça n'avait rien d'une démocratie. Et donc, j'ai un premier point de désaccord avec vous sur cette question. En fait, pour moi, le véritable problème, c'est pas la démocratie qui n'est qu'un prête-nom, ou un cache-sexe dans l'histoire. Le véritable problème, c'est le libéralisme, et de manière sous-jacente au libéralisme, l'individualisme anthropologique. C'est-à-dire... Est-ce que je peux déjà répondre à cela? Bien sûr, ça va intéresser nos auditeurs. Je vous en prie. Alors d'abord, un commentaire général. Vous avez relevé beaucoup de questions de vocabulaire, oui. Et je pense que vous avez raison. Et je dirais que la moitié du travail des philosophes consiste à ciseler leurs instruments. Et leurs instruments, ce sont les mots. Et les mots sont évidemment, je vais faire un barbarisme, sont piégeux. C'est-à-dire que, en fonction de la manière dont on les utilise, de leur histoire, de ce qu'ils comportent, eh bien, on peut ça entraîne des malentendus. Mais par contre, vous posez la question, vous parlez du mot démocratie, du mot libéralisme, de la République. Mais vous allez bien au-delà des mots, bien sûr. On ne peut pas réduire votre ouvrage qui
qui est extrêmement riche, hein, je tiens à le souligner, c'est un ouvrage très érudit et très riche. Votre ouvrage va bien au-delà de la question des mots. Et vous posez une question de fond, vous, si je comprends bien votre pensée, vous dites que la démocratie serait en fait une étape assez tardive d'un mouvement qui l'aurait précédé et qui serait le libéralisme. Et puis vous disiez, si je vous ai bien entendu, est-ce que ça existe vraiment, la démocratie comme vous la décrivez? Alors premièrement, je voudrais répondre à ce premier point, qui était votre point. Est-ce que la démocratie existe? Et je pense qu'on ne peut pas le nier, puisque vous avez aujourd'hui des mouvements politiques et sociaux absolument considérables qui ont eu lieu au nom de la démocratie. Je pense aux manifestations de la place Tiananmen, la chute du mur à Berlin, tout ça. Ça s'est fait au nom de la démocratie. Ça s'est fait au nom de la démocratie. Donc, que voulait dire? Vous parlez beaucoup, et j'espère qu'on y reviendra, c'est une chose très importante, vous parlez beaucoup de ces masses populaires, et c'est-à-dire de nous tous, hein, nous on fait partie de la masse, et vous dites les masses populaires, donc elles existent, mais toutes ces masses qui se sont battues, qui parfois sont mortes, elles l'ont fait derrière des drapeaux, et derrière le drapeau de la démocratie. Qu'est-ce qu'elles avaient à l'esprit? Je crois qu'on a le devoir de se poser cette question-là. Qu'avait ce Chinois, dont je ne sais pas si l'histoire a gardé le nom, mais vous savez, qui se baladait devant un char pour arrêter le char. C'est une histoire, c'est une image qui a fait le tour du monde. Et il se battait au nom de la démocratie. Alors peut-être que c'était pas très précis dans leur état d'esprit. Parce que, en fait, il voulait dire sans doute l'Occident, le progrès technologique, une certaine richesse, une capacité à s'exprimer qui, évidemment, n'existait pas trop dans les pays soviétiques, à l'époque soviétique, et qui, encore aujourd'hui, est bien défaillante dans la Chine contemporaine. Donc, sans doute qu'il y avait de tout cela. Mais moi, ce que j'ai cherché à faire, c'est à cerner cette notion. Alors, j'en viens à votre second point. Est-ce que l'on doit dire que la démocratie vient du libéralisme, comme vous semblez le suggérer, ou est-ce que le libéralisme, comme je l'ai dit effectivement dans mon livre, est plutôt la conséquence de la démocratie? Alors, j'aurais tendance à vous dire un peu des deux, puisque pour moi, ce sont quelque part, il y a un lien très intime entre l'arrivée de la philosophie des Lumières et le fait que le monde, au moment de la Renaissance, vous parliez du XIVe siècle, hein, donc avec l'effet de richesse, effectivement, l'émergence de commerçants puissants, riches, dans le nord de l'Europe, notamment les fameuses foires, vous voyez, toutes ces choses-là qui ont eu de fait une importance très grande dans l'évolution de l'Occident. Alors, est-ce que cet essor de la richesse a précédé le système républicain et démocratique ou l'inverse? Moi, je dirais que c'est la même chose. Pourquoi? Puisque moi, ce dont je suis convaincu, c'est que l'essence de la démocratie, c'est vraiment un certain rejet de Dieu, de la transcendance. Moi, je dis, cette année, nous fêtons le 600e anniversaire de la redécouverte du manuscrit de Lucrèce. Hein, Lucrèce, c'est le grand vulgarisateur de la pensée d'Épicure. Donc dans une abbaye à Murbach en 1417, hein, en février 1417, ça fait 600 ans, et dès que ce manuscrit a été redécouvert, tout le monde l'a lu, et Montaigne s'en nourrit, et tous les philosophes du XVIIe le lisent, et tous les philosophes évidemment du XVIIIe en sont nourris, et aujourd'hui tous les philosophes officiels se disent épicuriens. Si donc Dieu n'existe pas,
le second volet de la philosophie d'Épicure, c'est de dire, mais s'il n'y a pas de vie après la mort, il faut profiter de cette vie. Donc il faut profiter du bon vin et du saucisson. Donc l'attrait de la terre est la conclusion directe de la coupure de la transcendance. Donc quelque part, le libéralisme, on pourrait évidemment discuter longuement sur sa définition, mais si, comme vous semblez le dire, le libéralisme est une sorte d'hégémonie de la richesse, qui deviendrait une valeur, comme on dit aujourd'hui. C'est un concept que je n'aime pas car il est très moderne, mais il faut bien utiliser des mots là encore. Puisque bien, la grande valeur aujourd'hui, c'est l'argent, c'est la richesse. Ça explique le monde dans lequel nous vivons, et ça, de fait, depuis le XIVe, XVe siècle. Mais c'est exactement au moment où on cesse de s'intéresser au ciel, si vous voulez. Donc pour moi, ce sont deux mouvements qui sont extrêmement parallèles et qui se recoupent. Je vous réponds? Bien sûr. Alors, ce que j'appelle libéralisme, c'est pas seulement le spectacle de la richesse actuelle, c'est surtout, comme je le disais tout à l'heure, c'est basé sur l'individualisme anthropologique, c'est-à-dire le fait de considérer que nous ne sommes plus des communautés, que les communautés ne produisent plus des individus, mais que les individus sont à la base d'une société marchande de type contractualiste. C'est-à-dire que nous serions toutes et tous à l'origine de notre naissance signataires d'un contrat qui nous aurions la liberté de rompre ce contrat. C'est bien sûr, et dans les propos de Rousseau, qui n'était pas un imbécile, c'était une fiction, c'était un mythe, mais ce mythe est devenu inconsciemment dans la tête de chacun une réalité. Nous sommes toutes et tous devenus des ayants droit apprêtés pour le règne du marché. Alors, pour ce qui est de cette dichotomie entre libéralisme et démocratie, j'ai apporté un document où on voit, alors ça c'est l'Obs, un journal à grand tirage, donc très bien pour allumer le feu, comme disait l'autre, et puis il y a une carte, ce numéro est vraiment, ce numéro est assez, je vous le montre, il est sorti récemment, c'est un hors-série sur la démocratie et le populisme, parce que forcément, comme ce qu'on appelle démocratie se casse la figure, on commence à s'inquiéter du regain de populisme. Et là-dedans, il y a un article à un moment où il est question, je vais le retrouver tout de suite, il est question de ceci, c'est-à-dire d'une carte où on voit l'indice de démocratie. C'est pas une blague, ça existe vraiment. Il y a vraiment un office mondialiste à l'œuvre et qui compte les points pour savoir quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises démocraties. Donc la Russie est mauvais élève, le Canada est bon élève, la France peut mieux faire. Et pourquoi, par exemple, la France peut mieux faire? Je rebondis en même temps sur l'un de vos propos dans votre livre. Pourquoi la France peut mieux faire? Parce qu'elle n'est pas assez libérale. Elle n'est pas assez libérale, donc c'est là qu'on voit que derrière le vernis démocratique, quand on gratte, il y a le libéralisme derrière. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, on a des points en moins? C'est du fait de notre laïcité. Alors dans votre livre, vous disiez, la laïcité, je crois, est une valeur, entre guillemets, vous faites attention à ce vocable, une valeur éminemment démocratique. Enfin, je ne crois pas que ce soit une valeur éminemment démocratique. Là, on le voit, on perd des points sur cette carte parce que nous avons une manière particulière de concevoir la religion et comme bien sûr ce graphe est anglo-saxon, les princes du libéralisme, nous perdons des points car nous n'accordons pas assez de droits, de confort aux individus. Il y a des individus musulmans en particulier dans notre pays, ils doivent avoir le droit de s'habiller, de manger comme ils veulent dans l'espace privé. Voilà ce qu'implique le libéralisme et voilà en fait ce qu'on appelle démocratie qui n'en est pas. Voilà contre quoi se battait l'étudiant chinois devant son char, c'est contre du confort de vie. Il en avait marre de la vie austère, de la vie au sein de pays soviétiques. Il voulait le même confort de vie que les pays occidentaux. Quand on parle de la démocratie, il est question du démos, moi ça me parle à peu près, le démos c'est le peuple. Quand il est aussi question du kratos, et je me demande où est le kratos dans ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie. Nous n'avons aucun pouvoir si ce n'est un pouvoir de consommateur.
un exemple que vous preniez dans votre livre, et je prends à peu près le même, l'exemple des jeans qui se démocratisent. Pourquoi un jean se démocratise? Il n'y a rien de plus idiot que cette phrase quand même. Le jean se démocratise. Le démos dans le jean, je le vois, c'est la clientèle qui achète le jean. Toujours un jean qui a du succès, il a fait appel à un démos. Mais le Kratos, dans le fait d'acheter un jean, où est le Kratos? Où est cet élément de pouvoir populaire? Il est juste dans le fait de dire, bah, on va boycotter ce jean, on va en acheter un autre. Voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie, il n'est pas question du tout de pouvoir politique. Donc, en fait, ce qu'il y a derrière, ce que j'essaie de montrer par ce petit exemple, c'est que derrière ce qu'on appelle démocratie, il y a bel et bien le libéralisme, c'est-à-dire un confort de vie. Les gens, quand ils se battent pour la démocratie, ils ne se battent pas pour leur souveraineté. Ils se battent pour un confort de vie. Et nos élites le savent, et plus ça va, plus elles donnent aux masses du confort de vie, et ces masses perdent leur souveraineté, mais elles sont contentes parce qu'elles ont en contrepartie un confort de vie toujours croissant. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas du tout certain que les masses aient aujourd'hui un confort de vie toujours croissant. Je pense au contraire que la démocratie telle que nous la vivons, c'est plutôt un échec à ce titre. Puisqu'on constate au contraire que le monde est abîmé par cette idéologie démocratique aujourd'hui. Vous avez dit à un certain moment que la démocratie était un individualisme. C'était le régime de masse. Pas la démocratie, mais ce qu'on appelle démocratie. C'est très important. On appelle démocratie. Le gouvernement voilà. représentatif. Démocratie, pour moi, c'est autre chose et on ne connaît pas ça. Alors, je ne peux que vous rejoindre là-dessus. Et ça, vous n'êtes pas le premier, et moi non plus, à dire cela et à observer que le régime républicain, le régime démocratique, a prospéré sur la destruction de ce qu'Aristote appelait les communautés naturelles. Les communautés naturelles, c'est la famille, le village, la nation. Tout cela est en train de disparaître. Chaque jour qui passe, on voit que ces communautés naturelles disparaissent. Alors évidemment, les individus que nous sommes se retrouvent complètement isolés, et c'est pour ça qu'ils constituent des masses. Que ces individus isolés tendent à rechercher un certain confort matériel, ça ne me paraît pas très choquant. De tout temps et bien avant la démocratie, Aristote lui-même nous le dit, le rôle de la société politique est de permettre aux gens de vivre correctement. Et le fait que les hommes ne soient pas, comme les a définis Rousseau, des tout parfaits et solitaires, alors qu'Aristote nous dit que ce sont des hommes politiques, c'est précisément pour leur assurer un minimum de bien-être matériel, leur permettant de mener une vie digne, je dirais, et notamment, nous disait Aristote, de pratiquer une certaine vertu. Bon. Donc, aujourd'hui que les hommes recherchent à survivre, à gagner leur vie, à manger tous les jours, on ne peut pas leur reprocher cela. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes cherchent toujours plus de richesse? Sans doute que beaucoup d'hommes cherchent toujours plus de richesse. Mais je crois que la grande majorité des gens cherchent tout simplement à vivre. Vous voyez, à gagner sa vie, à élever leurs enfants quand ils en ont, Mais je crois surtout que la démocratie d'aujourd'hui est beaucoup moins libérale que la démocratie du siècle dernier aujourd'hui. Vous voyez ? Parce que dans libéralisme, vous avez le mot liberté. Et évidemment, chacun sait que la liberté est la grande valeur de la démocratie. Et on nous explique depuis 200 ans que la liberté en matière économique, ce qu'on a appelé le marché, vous voyez, Adam Smith, la main invisible, on nous a promis que si on cassait les communautés, si on cassait tous les obstacles, eh bien, on aurait la prospérité. C'est d'ailleurs le discours d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est le candidat
d'une certaine bourgeoisie, comme vous le dites, et effectivement, je crois que c'est vrai. Il est le candidat des grands industriels, le candidat de la finance et des banques, et il y a beaucoup de vrai là-dedans. Parce que dans son discours politique, il déclare encore que la disparition de toutes les contraintes va produire de la richesse. Mais la réalité, ce que nous voyons, c'est exactement l'inverse. C'est que nous pouvons tous constater que la disparition de toutes les contraintes qui existaient, les frontières, et ce genre de choses, mais ça n'est pas qu'une question de frontières, même la disparition des métiers, le fait qu'on dise que toute l'organisation économique se doit être la loi de la jungle, eh bien, ça ne produit pas une grande richesse pour tout le monde. Ça enrichit certainement beaucoup certains, mais ça appauvrit beaucoup d'autres. Alors, je vais vous laisser la parole, mais je voudrais encore dire quelque chose. Il y a des débats entre économistes là-dessus. Il y a des gens qui nous disent « Ah oui, mais quand même, le niveau de vie aujourd'hui est beaucoup plus élevé qu'il y a 50 ans. » Parce qu'aujourd'hui, quand même, à peu près tout le monde peut avoir une voiture, même si c'est une voiture d'occasion. On a des téléphones extrêmement performants. On peut avoir accès à la connaissance par Internet. On peut avoir accès à une médecine très sophistiquée quand même, au moins dans les pays les plus développés. Alors que, il y a 50 ans, quand vous aviez un accident vasculaire, une fois sur deux, vous y restiez. Aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup plus de chances de survie. Donc, on va dire, oui, il y a quand même eu un progrès réel et matériel. Et je crois qu'on ne peut pas nier cela. Il y a un progrès technologique qui existe. Mais par contre, il y a aussi une perte de richesse très importante, puisque tout ce qui faisait une grande partie de l'agrément de la vie d'autrefois, le fait d'avoir, ne serait-ce que notre pays avec son ordre, avec sa culture, avec tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Et ça, c'est un appauvrissement. Et donc, je crois que... Et aujourd'hui, si vous vouliez vivre comme on vivait il y a 50 ans, avoir une famille, des enfants, des choses, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Donc, la notion d'enrichissement n'est pas simple. Et si j'en viens aux lois, mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu plus de lois qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est dans une économie qui est quasiment soviétique. Je parle en Occident, pas en Russie ou en Chine. Mais le libéralisme n'est pas incompatible avec la profusion des lois. Quand même, pendant des décennies, on a considéré que le libéralisme, c'était la libre entreprise, et on opposait ça à l'économie soviétique planifiée. Mais aujourd'hui, tout est planifié. Vous voyez, la politique de nos banques centrales, c'est une économie entièrement planifiée. Aujourd'hui, le ministère de l'économie et des finances organise chacun des actes économiques que vous pouvez faire. Et donc, on est vraiment dans un monde soviétique. Donc, où est passé le libéralisme? Alors, le libéralisme, quand on parle du libéralisme, il est question, vous l'avez dit, de liberté. C'est-à-dire de la... On peut appeler ça une vertu, mais peut-être une valeur ou un principe qui prédomine dans ce qu'on appelle donc aujourd'hui démocratie. Et la liberté, il est question de liberté de deux ordres. Et j'ai amené ce livre exprès, c'est-à-dire que vous avez la liberté des anciens, la liberté des modernes, que théorise Benjamin Constant. C'est-à-dire, en gros, Isaiah Berlin, un penseur du XXe siècle, reprend ça en disant il y a une liberté positive et une liberté négative. C'est-à-dire la liberté positive, c'est la liberté de s'impliquer politiquement, d'agir dans le sens de la souveraineté collective. Et la liberté négative, c'est celle de se reclure dans l'oikos, dans le foyer privé, et c'est là qu'on en vient à ce que je disais, et d'amplifier son petit pécule privé et d'avoir tout le temps ce rapport au confort croissant. Bien sûr, les gens, il faut qu'ils vivent. Nous sommes aussi, nous faisons partie, nous avons à vivre, nous sommes contents d'avoir toujours plus de confort, mais je pense que le confort est devenu chez les gens une obsession. Les gens ne se posent pas la question de savoir quelle est la liberté positive, de quelle manière je pourrais agir
et qui me permettrait justement de sauvegarder ce dont vous parlez, qu'on perd en permanence. Mais pour sauvegarder ça, il faut se donner les moyens politiques, il faut remettre à l'honneur la liberté positive, celle qui contrarie le libéralisme, qui lui ne mise que sur la liberté négative, c'est-à-dire la liberté de se reclure et d'être simplement un producteur-consommateur. Le libéralisme, ce qu'il veut, ce qu'il enrobe dans un beau paquet qu'il appelle démocratie, c'est de faire de nous des simples producteurs-consommateurs en permanence, qui ne pensent qu'à leur confort privé. Confort, c'est une chose, bien sûr, c'est vital, mais le confort privé qui jamais n'accepte la moindre contrariété, le moindre devoir. Pour moi, l'un des derniers devoirs civiques, bon, il reste encore les jurys d'assises, il y avait le service militaire. Pourquoi on a mis fin au service militaire? Là, c'était de l'ordre de la liberté positive. C'était de demander aux gens, aux jeunes hommes en particulier, de donner de leur temps à la nation. C'était déjà une contrainte de trop. Et le libéral Jacques Chirac a mis fin au service militaire. C'était un principe plutôt républicain, qui était du ressort de l'avenir commun, de la communauté, et sous des principes libéraux, on a mis fin au service militaire parce qu'il contrevenait à la fin de quel droit on allait retirer 1 an dans la vie de chaque jeune, alors qu'ils avaient beaucoup mieux à faire. Bien sûr, il y a les études, bien sûr on peut avoir à ce moment-là une femme, des enfants et être réformé, ça c'était déjà le cas, mais il fallait surtout que le plus tôt possible ces gens rentrent dans la vie marchande et ne pas perdre son temps, c'est comme ça que c'était considéré à l'époque et dans l'esprit de beaucoup de gens aussi, ne pas, aujourd'hui on en revient, aujourd'hui on se dit, c'était pas mal quand même le service militaire, mais dans l'esprit de ces gens, c'était, je vais pas aller perdre mon temps 1 an à l'armée. Effectivement, quand les gens pensent des choses comme ça, il y a déjà un problème. Je voulais juste en accord avec Aristote, vous parlez de la vie économique, de la vie politique, de la vie monastique, que j'appellerais plutôt moi la vie théorétique. C'est-à-dire le besoin qu'on ressent, que j'ai fini, quand je vous dis que je vous parlais de mon parcours personnel, j'ai fini par ressentir ce besoin de me renseigner, de comprendre le monde dans lequel je vivais. Je pense que non seulement l'immense majorité de nos concitoyens s'en fichent complètement, de comprendre le monde dans lequel ils vivent, mais en plus, bien sûr, nos élites font tout pour les en dissuader. Tout est fait pour que les gens ne se posent aucune question, ne se plongent pas dans la vie théorétique, s'en tiennent tout le temps à se cantonner à leur rôle de producteur-consommateur. Et encore une fois, je ne vois pas l'once de quelque chose de démocratique là-dedans. Je vois du libéralisme qu'on habille de démocratie. Alors j'ai l'air de défendre la démocratie. Enfin, pour moi, on n'est pas en démocratie. J'ai aussi des choses à reprocher à ce qu'on a appelé démocratie dans l'histoire, notamment chez les Grecs. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Je fais également dans mon ouvrage une critique de la démocratie. Je ne suis pas un démocratolâtre. Je critique, mais je pense qu'il y a dans la réforme des institutions et le régime à venir, il y a du bon à tirer dans les principes démocratiques, il y a du bon à tirer dans les principes aristocratiques. Le tout est dans la manière de faire coïncider les deux. Est-ce que j'ai encore 3 minutes pour en parler? Il n'y a pas de temps de parole préétabli. Non, mais par contre, comme vous dites beaucoup de choses et que c'est très riche, j'aurais du mal à répondre à tout. Alors, mais dans ce cas-là, je veux bien répondre maintenant, déjà, parce qu'autrement, je vais perdre mes idées. Alors d'abord, sur le service militaire, je pense que vous avez raison, mais il y a une autre explication. Il y a aussi le fait que dans une démocratie mondialisée qui est censée donner la paix au monde entier, il est anachronique de maintenir des armées nationales alors même que les nations n'existent plus vraiment, puisque les nations ne sont que des vouloirs-vivre collectifs. Au nom du libéralisme. Au nom du libéralisme ou de la démocratie, c'est pareil, vous voyez. Et donc, ce service militaire qui avait été mis en place par la République, précisément pour achever la destruction des communautés naturelles de l'Ancien Régime, et qui a eu ce rôle pendant des décennies, et notamment au XIXe siècle et après les grandes guerres du XXe siècle. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'avait plus vraiment de rôle, et c'est vrai qu'il allait contre un objectif hédoniste
de profiter de la vie, on ne voyait plus tellement son sens, et c'est pour ça qu'il a été supprimé. Et alors évidemment, aujourd'hui, on dit, bah, on a peut-être fait une erreur, parce que ça permettait d'intégrer notamment certains immigrés qui apprenaient des principes civiques qu'aujourd'hui ils n'apprennent plus. Mais je pense que ça reste anecdotique. Mais je voudrais aller plus au fond de votre propos, qui est très pertinent. Vous vous focalisez sur la question de la liberté. C'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel. Mais ce que nous disons tous les deux ne me semble pas contradictoire. La liberté, pourquoi est-elle la grande valeur de la démocratie ? Alors vous savez qu'il y a un débat, il y a énormément de livres là-dessus pour dire quelle est la grande valeur de la démocratie. Et alors certains disent c'est la liberté et les autres disent c'est l'égalité. Bon. La réalité, c'est que l'égalité est faite pour la liberté. Moi, ce que je dis dans mon livre, et ce que j'ai lu dans Hegel, et ce que j'ai lu dans Kant, et ce que j'ai lu dans Rousseau, c'est que la liberté, elle est faite pour le progrès de l'espèce humaine. L'espèce humaine est en progrès dans l'histoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire en progrès ? Ça veut dire qu'elle sera différente demain. Mais que sera-t-elle ? Mais on n'en sait rien, puisqu'il n'y a pas de règles, puisqu'il n'y a pas de loi naturelle. Nous savons que nos enfants ne nous ressembleront pas, et il faut simplement leur donner la possibilité d'être ce qu'ils voudront être. C'est ça la liberté. Et l'égalité et l'état de droit est fait pour permettre cette évolution libre. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas des idées personnelles. C'est écrit noir sur blanc dans les philosophes des Lumières. Mais est-ce que les gens que vous citez étaient des démocrates ? Mais bien sûr que c'était des démocrates. Aujourd'hui, les plus grands démocrates, même s'ils n'adhéraient pas forcément à la démocratie directe, c'est anecdotique la démocratie directe. Mais aujourd'hui, allez dire à Luc Ferry qu'il n'est pas démocrate. Non, mais bien sûr, mais Luc Ferry... Oui, mais Luc Ferry, vous savez comment il se définit. Lorsqu'il a été recruté pour faire partie de la commission de révision de la Constitution française par Édouard Balladur, il y a eu un portrait de tous les membres de la commission dans Le Monde. Qui étaient tous démocrates, parce que sinon ils ne figureraient pas dans Le Monde. On est obligé de se Mais absolument. Eh bien, Luc Ferry, sur sa notice, il n'y avait qu'un seul mot. Luc Ferry, kantien. On ne peut pas faire mieux. Je veux dire, donc ça veut dire... Et aujourd'hui, personne ne niera que Kant est l'un des plus grands penseurs de la démocratie. Du libéralisme aussi. Et du libéralisme aussi. Mais moi, je me tue à vous dire, si je peux me permettre, que c'est la même chose. C'est la même chose, le libéralisme et la démocratie. C'est le même système. Moi, ce que je vous dis juste, c'est que le mot démocratie est le prénom du libéralisme. C'est rien, c'est une idéologie. Mais quand on parle de démocratie, il est question de pouvoir. Dites-moi, quel pouvoir avons-nous ici? Quel est notre pouvoir, nous? Vous savez bien qu'on n'a aucun pouvoir. Ah ben oui. Donc le démos n'a pas de pouvoir, il n'y a pas de démocratie, point. Ça c'est réglé. Nous n'avons pas de pouvoir. Oui, nous sommes d'accord. En démocratie athénienne, les citoyens, on peut critiquer ce régime, mais les citoyens avaient un pouvoir. Ah ben ça n'est pas ce que nous dit Thucydide. Puisque Thucydide nous dit explicitement, en parlant de la démocratie athénienne, il nous dit, en fait, le peuple se laissait mener par Périclès. Et au travers du pouvoir de tous, c'était le pouvoir d'un seul homme. C'est Thucydide qui le dit. Ça ne peut pas être plus... Et il l'a vécu, lui, hein. Il l'a vu avec ses yeux. Donc même à Athènes, le peuple ne gouvernait rien. Le peuple avait participé au pouvoir. Il participait, vous avez le droit de voter. Non, mais c'était pas du même ordre, c'était pas la même, c'est pas l'essence. Vous savez, à Athènes, comme vous le savez, sur la colline de l'Apnix, il y avait 21 000 citoyens. 21 000, ça fait du monde, hein, quand même, hein, 21 000. Hein. Et quand il s'agissait de défendre un projet de loi, comment ça se passait? Eh bien, il y avait un orateur qui se mettait à la tribune. Alors déjà, il fallait qu'il ait du coffre. Il fallait que tout le monde l'entende. Il n'y avait pas de haut-parleur. Et puis ensuite, il faisait relayer son discours. Et puis après, il essayait d'obtenir un assentiment de la foule. Et tous les observateurs de l'époque disaient que ça fonctionnait extrêmement mal et qu'il fallait un peu manipuler la foule. Et c'est ce que faisait Périclès, qui était un expert de cela. Et il faisait décider le peuple comme il le voulait.
Hein. Et quand le peuple décidait mal, de temps en temps, il prenait des décisions catastrophiques qui ont entraîné Athènes dans sa perte. C'est la décision de la guerre du Péloponnèse. Voyez. Bon, et pourquoi le peuple votait avec Périclès? Parce que Périclès avait changé la loi. Il avait dit, bah, tout le monde, tous les citoyens, c'était seulement 5% de la population, hein, je vous rappelle. Hein. Tous les autres, c'était des étrangers ou des esclaves ou tout ça. Eh bien, sur les 20 000 citoyens, il y en avait 6 000 qui pouvaient devenir juges. Et quand ils étaient juges, ils venaient au tribunal 1 ou 2 fois par semaine et ils touchaient une prime qui leur permettait de vivre. Alors c'est tout, hein, c'est comme ça que ça fonctionnait, vous voyez. Que la démocratie athénienne elle n'aurait pas pu fonctionner sans l'esclavage, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et je ne suis pas pour en revenir à non, moi je ne parle pas de l'esclavage. Sans l'esclavage, la démocratie athénienne n'aurait pas pu exister. On est d'accord là-dessus. Tous les gens qui veulent nous faire croire que la démocratie athénienne... C'est pas mon cas, hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'était le régime parfait. Je dis qu'il y a des choses à prendre dans la démocratie athénienne. Qu'il y a des choses qui me semblent, moi, éminemment saines. C'est-à-dire demander à des gens ordinaires de donner de leur temps à la communauté et se placer dans des situations extraordinaires. C'est exactement ce qu'on demande aux jurys d'assises. Ça existait sous l'Ancien Régime parfaitement. Ah, pas du tout. Au niveau des syndics de village et des choses comme ça. Mais pas du tout. Il y avait des métiers qui étaient constitués. Il y avait non, pas dans les monastères. Même dans la monarchie traditionnelle, dans la monarchie franque, par exemple, on oublie que lorsque le prince était élu, il était élu par l'ensemble des guerriers. C'est ce qu'on appelait les champs de mai. Voyez. Et donc il fallait un consensus populaire pour que le roi ait une légitimité. Voyez. Même dans une monarchie héréditaire. Et ça, saint Thomas d'Aquin, qui est donc l'un des grands théoriciens du Moyen-Âge, explique très bien que le meilleur de tous les régimes est un régime mixte. Et donc, il souligne l'importance du consensus populaire. Parce que, même si je crois que nous sommes d'accord sur un point, c'est que même sur plusieurs, mais il y en a au moins un sur lequel nous sommes d'accord, c'est que le peuple ne gouverne pas. Mais le peuple existe. Moi, je crois tout à fait que le peuple est une réalité naturelle qui existe. Et le peuple s'exprime. Et ce que nous avons vu ces dernières années dans les mouvements d'humeur, dans les élections, même le Brexit, l'élection de Trump, même le premier tour des présidentielles, avec cet éclatement entre plein de candidats qui portaient des valeurs. Bon, ils n'ont pas réussi, mais parce que la société est de plus en plus émiettée. Mais ce sont des manifestations populaires d'un peuple qui s'exprime. Et moi, je crois que l'adhésion du peuple au gouvernement est quelque chose d'absolument essentiel et naturel. Et donc, sous l'Ancien Régime, lorsque le peuple n'adhérait plus à ses gouvernants, c'est là que commençaient les difficultés. Vous voyez. Et je pense que la Révolution française, s'il n'y avait pas eu un tel fossé qui s'était creusé entre un certain peuple et des élites coupées de la réalité populaire à la cour de Versailles, je pense que les choses se seraient passées différemment. Vous voyez. Et donc, je peux rebondir là-dessus. Ouais. Justement, vous dites qu'à partir du moment où les élites sont coupées du peuple, c'est exactement ce que nous vivons ici. Et à mon avis, c'est le retour de manivelle de la professionnalisation de la politique. C'est-à-dire des gens à qui on dit, bon, bah, vous êtes producteur-consommateur, et nous, vous inquiétez pas, on va s'occuper de la corvée. On va s'occuper du pouvoir. Le pouvoir ne doit pas être considéré comme une corvée. Enfin, c'est peut-être une corvée, mais une corvée que le peuple dont le peuple doit se saisir. Le libéralisme fonctionne de cette manière en coupant le peuple de ses... Vous avez d'un côté l'État, vous avez de l'autre la société civile. C'est exactement pareil. Et là, on est en train de vivre ce ras-le-bol général de voir des élites coupées du peuple. Macron essaye de donner le change en allant chercher des gens dans la société civile pour faire croire qu'en fait il n'a pas le choix parce qu'il lui faut des troupes. Il a un petit parti, le parti a 1 an, il doit aller chercher des gens dans la société civile, mais bien sûr on n'est pas dupe, on sait très bien que ce sont des gens dociles qu'il doit aller chercher. Mais ça ne résout pas le problème de cette professionnalisation de la politique, et ça, au moins, la démocratie athénienne avait la réponse à cela, en demandant à des gens, je le redis, comme les jurys d'assises, c'est un truc
éminemment très sain, que je trouve très sain. Alors ça fonctionne parce qu'on demande les gens qu'on va chercher, vous avez peut-être fait partie des jurys d'acide, je ne sais pas, mais quand on va vous chercher, c'est pas parce que vous êtes un expert en droit, vous n'êtes pas du tout expert en droit, mais c'est parce que vous avez un sens moral et vous êtes capable de donner votre avis sur une question juridique parce que vous avez un sens moral. Et tout le monde est doté de ce sens moral, tout le monde n'est pas doté du savoir. Quand vous êtes jury d'assises, vous êtes épaulé par des gens qui ont ce savoir. Je reviens à la dichotomie d'Aristote entre les vertus morales et les vertus intellectuelles. Dans ce cas-là, vous êtes convoqué, vous êtes requis, non pas pour vos vertus intellectuelles, dont vous n'êtes pas censé disposer, mais pour vos vertus morales. Et il y a cet embranchement, le fait de faire coïncider vertu morale et vertu intellectuelle, les principes moraux du bon sens, de la common decency dans le peuple, et à côté de ça, des experts qui ont le vrai pouvoir et qui se mettent à son service. Ce n'est pas du tout ce qu'on vit à l'heure actuelle. Et je voudrais justement rebondir là-dessus pour faire une petite analyse de notre régime actuel, qui encore une fois n'est pas démocratique. Je pense que si on devait analyser l'aristocratie a une véritable force, c'est dans le fait qu'elle assume le fait d'aller chercher les meilleurs. Elle souhaite, c'est pas toujours le cas, mais elle souhaite toujours confier le pouvoir aux meilleurs. Mais elle a un défaut, c'est que du coup, souvent, elle est tentée d'aller chercher ses meilleurs dans les mêmes eaux et se dire finalement, il suffit d'aller chercher le fils de machin et de s'en remettre, en fait, de cloisonner les choses. Et cette aristocratie dégénère en oligarchie. La démocratie, de son côté, a une belle vertu également, c'est qu'elle ne fait pas exception des personnes. Elle prétend que le talent peut émerger de tous les côtés de la société. De partout, il peut émerger des génies. Dans tous les quartiers, il n'y a pas de microcosme dans la société où il y aurait tous les génies et ailleurs que des imbéciles. La démocratie fait droit à tout le monde, elle ne fait pas exception des personnes. Mais, je termine et je vous laisse la parole, elle a aussi un défaut, c'est qu'elle finit par se dire, puisque le talent se trouve partout, il se trouve finalement en chacun, et on tombe dans l'égalitarisme à se dire, finalement... on tombe dans l'égalitarisme, et je pense que notre régime politique pouvait très bien aller piocher le bon côté de l'aristocratie et le bon côté de la démocratie. Il est allé chercher le mauvais côté des deux, c'est-à-dire l'oligarchie et l'oclocratie, c'est-à-dire la foule, c'est-à-dire une petite bande qui sont des professionnels de la politique, qui se cooptent entre eux et qui sont autorisés à le faire par une foule indistincte à qui on demande, à échéance régulière, d'aller mettre un bulletin dans une urne. Voilà. C'est un mélange entre l'oclocratie, le pouvoir de la foule indistincte, et l'oligarchie, et c'est ce que nous connaissons aujourd'hui, que nous appelons pompeusement démocratie. Voilà. Vous voulez peut-être qu'on autorise les questions ou est-ce que... J'espère qu'il y aura une question là-dessus, parce que j'avais un point aussi à évoquer. On va répondre aux questions. Alors, peut-être je réponds juste à votre dernier développement, puis après on va prendre les questions. Donc, moi je pense que le fait de participer, donc comme je l'ai dit, le fait de participer à la vie politique, le fait d'aller chercher les talents où ils sont, ça n'est pas du tout, de mon point de vue, le propre de la démocratie. Je pense que sous l'Ancien Régime, cela existait de la même manière. Peut-être avec des mots différents, mais quand vous prenez un Colbert, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais c'est quelqu'un qui venait de la petite bourgeoisie et qui a eu un énorme pouvoir. Voyez. Si j'avais été fils de paysan, je ne serais pas assis à côté de vous en train de discuter. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Il y a des gens qui montaient. Il y avait, et je pense que l'Ancien Régime a été prospère et a eu du succès précisément quand cette mobilité sociale a été favorisée. Et je pense qu'elle a quand même toujours plus ou moins existé. Mais bon, c'est un point d'histoire plus que de philosophie. Ensuite, vous soulevez la question de la reproduction des élites à la tête de nos démocraties, que vous dites être décadentes, et j'aurais tendance à vous rejoindre, encore que... Mais je crois que ça, là encore, c'est une réalité universelle.
les gens qui ont les qualités naturelles pour gouverner sont peu nombreux. Les gens qui ont l'éducation nécessaire pour prendre de véritables décisions lourdes sont quand même peu nombreux. Voyez, prenez le cas de l'Union soviétique. On a dit, ah là là, tous les gouvernants après la chute du mur, c'est tous des anciens apparatchiks communistes. Et c'était vrai. Et Vladimir Poutine en est un, puisqu'il a été dans la police secrète et tout ça. Mais c'est tout simplement que, c'est des gens qui avaient des qualités naturelles, et ensuite, ils ont été entraînés à l'exercice du pouvoir, ce qui est quand même quelque chose de très difficile. Et on ne bombarde pas quelqu'un aux commandes d'un État important qui compte des dizaines de millions de gens, sans qu'il ait prouvé au travers d'un certain parcours ses capacités à gouverner. Donc, moi, je ne reproche pas cela à la démocratie. Je ne reproche pas à la démocratie de dire c'est toujours les mêmes qui gouvernent. Ce que je reproche, c'est le mensonge. C'est de dire c'est toujours les mêmes qui gouvernent, mais au lieu de dire, comme on disait sous l'Ancien Régime, attention, vous êtes né dans une bonne famille, vous avez reçu une éducation soignée, mais vous aurez des comptes à rendre, vous devez être meilleur que les autres. C'est ça le mot aristocrate. Ça veut dire être parfait. Vous devez être parfait. Et si vous n'êtes pas parfait, eh bien vous perdrez votre charge. Or là, c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Là, on nous dit, ah mais non, tout le monde a sa chance. Sauf qu'il est certain que le fils d'un ouvrier qui naît dans le 93, qui va dans un lycée où un jour sur deux ses professeurs feront grève, et on les comprend parce que la vie est impossible, donc il aura beaucoup de mal à faire ses études, il ne pourra pas financer ses études, il a évidemment beaucoup moins de chances de devenir ministre que le petit jeune homme qui naît dans un bon arrondissement de Paris, qui va suivre les bonnes écoles et tout ça. Tout ça est normal. C'est logique, c'est l'ordre des choses. Ce qui n'est pas acceptable, c'est le mensonge. Voyez, et autrefois, sous l'Ancien Régime, les élites savaient qu'elles avaient plus reçu, qu'elles devaient rendre plus. Aujourd'hui, chacun fait son petit chemin. Et, sur votre propos-là, on est d'accord. Hein, et tellement d'accord que notre régime est tellement fondé sur le mensonge qu'on en vient même à mentir sur le mot qu'on utilise pour le qualifier. Mais c'est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on est en démocratie, on n'est pas en démocratie. Mais bien sûr. Donc c'est le plus grand mensonge, le mensonge alpha de tout ça. Et je voulais juste, parce que je suis désolé, j'aurais pas le temps de l'évoquer, mais j'avais un autre point, gros point de désaccord avec vous dans le livre, c'est la place du religieux. Ah, la place. J'allais en parler. Ah bah alors dans ce cas, je vais vous faire une remarque. Ouais. Un des gros problèmes en philosophie politique, c'est l'origine du pouvoir. Voilà. D'où vient le pouvoir? Dans les prolégomènes de la démocratie moderne, on peut les trouver aux partis extrêmes, chez les catholiques extrêmes et chez les protestants extrêmes. Regardez le parti extrémiste de la Ligue qui va remettre en cause les lois fondamentales du royaume, au nom des mêmes principes qu'on pourra trouver sur la plume de pasteur protestant. Notre démocratie s'inscrit dans une longue histoire, et il serait être bon que vous ouvriez un manuel de droit constitutionnel de Burdeau, qui a fait longtemps autorité. Et rassurez-vous, Burdeau était un bon démocrate, pas du tout maurassien, où il montre que la démocratie est d'essence religieuse. Mais d'une religion, quand on lit bien le texte, c'est dans sa préface, une religion inversée. Donc théoriquement, je ne parle pas de la réalité sociologique ou réelle du catholicisme actuel, mais encore au début du XXe siècle, moitié du XXe siècle, le magistère romain s'opposait au positivisme juridique. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Donc, là aussi, c'est un problème. Un régime mixte
Oui, mais vous voyez, j'ai bien peur que vous parliez de démocratie, d'une démocratie qui n'a jamais existé. Ah, mais je suis d'accord. J'ai expliqué que dans mon ouvrage, la deuxième partie, il ne s'agissait pas de déterrer une démocratie telle qu'elle, clé en main, qu'on allait utiliser dans le. C'est pas ça. C'est réfléchir à ce Maxence que peut être. a raison peut être la de démocratie. faire un lien entre démocratie et libéralisme. Si vous regardez mais ça, je suis l'histoire, d'accord aussi. par exemple, des droits de l'homme, l'origine philosophique, on la trouve chez les Quakers. Elle vient après, bien plus tard en France. Et on trouve, à la base, la pensée protestante, qui est une pensée libérale. Michéa, le politique est mort. Donc c'est une galerie. Hein. Il y a une certaine mécanique sociale qu'il faut faire tourner, pour les imbéciles, comme dirait Balzac. Mais le politique est mort. On le voit bien. Dissous dans le libéralisme. Oui, mais oui, mais alors, dans ce cas-là, moi, il faudrait plusieurs heures de débat. Il faudrait reprendre, par exemple, les bonnes pages de Marx, où Marx fait l'éloge du bourgeois, où il montre que le bourgeois, par essence, est un révolutionnaire, un destructeur. Oui, c'est ça. Une étape, ouais. Le bourgeois est un destructeur. Oui, je voulais. Question? Oui, deux questions. D'abord, deux questions. La première question, c'est que ce soit démocratie, monarchie, oligarchie, bon, c'est des pouvoirs, c'est des régimes qui ont existé. Le problème, c'est la légitimité du pouvoir qui s'enracine dans le regard porté par le pouvoir sur les personnes. Donc ça rejoint le meilleur de la démocratie au Moyen-Âge, corps de métier, les démocraties dans le mouvement. Et comme disait Gabriel Marcel d'une manière assez... Je suis pour la monarchie parce que c'est une relation concrète. La relation concrète, c'est la relation de moi et toi, moi, devant Dieu. Donc, ça pose le problème de la légitimité qui forcément nous rattache à autre chose qu'à nous-mêmes. Si c'est-à-dire au nihilisme actuel qui définit ses valeurs par rapport à nous-mêmes, par rapport à une société de consommation bien dénoncée. Et la deuxième question, c'est que l'assentiment du peuple, depuis 2 siècles, 1 siècle, à sa propre déchéance, c'est-à-dire à des régimes tyranniques qui se prétendent démocratiques, aurait peut-être tout simplement, de ce que Dostoïevski a démonté dans le Grand Inquisiteur, du poids de la liberté. C'est-à-dire que le peuple vend sa liberté comme un plat de lentilles et laisse n'importe qui, et les exemples sont nombreux, prendre le pouvoir. Donc la démocratie, le pouvoir, la participation au pouvoir qu'on appelle démocratique, du temps des rois qui existait ou d'autres, elle suppose une ascèse, et l'ascèse est réciproque, comme l'a dit excellemment Maxence Eka. On demandait aux gens qui étaient bien nés de rendre ce qu'ils avaient fait. Malheureusement, ça c'était l'idéal, dans la réalité certains en abusaient. Mais cette exigence, elle est aussi valable pour ce qu'on appelle le peuple. Vox Dei, Vox Populi. Donc c'est un jeu de va-et-vient, d'un regard qui nous élève et le peuple et le pouvoir, avec quand même la légitimité qui couronne tout ça. La légitimité, c'est la reconnaissance, et chez nous, c'était pour la société royale, mais ça peut donc la légitimité ailleurs. Donc le pouvoir politique ne se sépare pas du règne de la légitimité, et quand aujourd'hui, il faut bien voir que les gens sont prêts à vendre leur liberté. Mais ça, je le disais tout à l'heure en parlant des libertés négatives et des libertés positives, oui. Les gens sont totalement dans la liberté négative. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Mais encore une fois, j'ai l'air d'en vouloir expressément au libéralisme, mais ce sont les préceptes du libéralisme qui veulent ça, qui veulent que les gens délèguent leur liberté politique constamment à partir du moment où ils ont leur plat de lentilles. Voilà. Vous avez lu Solzhenitsyn, quand il partait au goulag, personne ne se serait élevé, tout le monde savait ce que c'était. C'était pas le libéralisme spécialement, mais ils avaient bien délégué. Ils avaient bien délégué leur liberté d'exister face à un pouvoir tyrannique pour avoir la paix dans leur petit casier. Je pense que c'est une tentation qui est très présente aujourd'hui. Alors moi, pour rebondir sur votre propos, je dirais que vous dites quelque part la démocratie, et Rousseau l'a dit, c'est un régime qui est trop parfait. Il ne convient pas aux hommes. Parce que, effectivement, il faudrait que tous les hommes soient parfaits pour... Et effectivement, vous parlez de démocratie monastique, c'est-à-dire l'organisation des monastères médiévaux.
Et alors d'abord, je pense que c'est un peu un anachronisme malgré tout, parce que à cette époque-là, on n'utilisait pas le mot démocratie pour désigner l'organisation de ces monastères. Mais il est vrai que les pères abbés étaient élus par les autres moines. Et lorsqu'on fait allusion à la participation citoyenne des gens au Moyen-Âge, au travers de leur métier, au travers ce qu'on a appelé le tiers-état, les états, ce genre de choses, c'est réel, mais est-ce que c'est véritablement un concept de démocratie, c'est-à-dire d'exercice du pouvoir? Pour ma part, je ne le crois pas. Participation. Voilà. Je pense que dans l'histoire, il a existé des démocraties, au sens de peuples qui vraiment ont participé au pouvoir, mais je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça a été très ponctuel, que ça n'a jamais bien fonctionné, que plus la cité était grande, plus ils étaient manipulés par des tribuns, et donc je crois qu'en fait la démocratie telle qu'on nous dit qu'elle fonctionne, elle n'a à peu près jamais existé. Et je pense dans tous les cas que cette organisation n'a absolument rien à voir avec celle de nos sociétés modernes qui comportent des millions, voire des dizaines de millions de citoyens. Et donc, je vous laisse réagir. Pour rebondir. Justement, vous parliez de Rousseau, ses propos. Alors Rousseau est toujours ambigu, paradoxal, et je trouve que c'est un penseur très intéressant. Rousseau dit bien qu'une démocratie n'est possible que sur un territoire limité. C'est ce que je dis. On est d'accord là-dessus. C'est au sein d'une petite population et avec des mœurs homogènes. On est loin du compte. C'est par exemple le cas de l'Islande. 300 000 habitants, il n'y a pas d'immigrés, c'est jouable. C'est pas du tout jouable en France, la France telle qu'elle est aujourd'hui, ça n'est pas du tout jouable. Mais tout à l'heure, vous employez l'expression démocratie mondialisée c'est un oxymore. C'est pas du tout un oxymore, ça existe. Normalement, on n'a que ça dans le discours de tous nos hommes mais politiques vous savez et dans tous nos journaux. Donc une chose dont tout le monde parle, c'est qu'elle existe. Oui, mais là vous reprenez, vous dites que ce sont des menteurs et vous dites on va reprendre leur discours. Mais oui, ce sont des menteurs. Mais moi je ne reprends pas leur discours. Je dis simplement que ça correspond au régime que j'essaie de décrire et qui est autre chose qu'un régime politique. C'est effectivement, vous avez parlé de l'aspect religieux de la démocratie, et je crois que c'est absolument essentiel de comprendre cela. La démocratie, c'est effectivement une religion. C'est une religion sans Dieu. Ou c'est la religion où l'homme est Dieu. Et c'est les droits de l'homme. Ce sont les droits de l'homme. C'est les droits de l'homme. Alors, disons que ce n'est pas celle que vous voudriez, mais c'est celle dans laquelle nous vivons. Et c'est pourquoi ce culte de l'homme auquel tout le monde adhère aujourd'hui? Pourquoi? Peut-être pas tout le monde. C'est la singerie du démon vis-à-vis des commandements de Dieu. Bien sûr, madame, pas ici. Vas-y, allez-y, madame. Depuis le début. Vous parlez de la démocratie. Alors, le pouvoir du peuple, à vrai dire, il n'existe réellement qu'en Suisse, puisqu'ils sont tous les week-ends en votation, et c'est eux qui décident l'augmentation de la baguette du pain ou les minarets installés. Et ils ne sont pas si homogènes que ça, parce que la Suisse alémanique, vous savez qu'il y a plusieurs Suisses, il y en a au moins 4, déjà, des langues. Mais quand on parle de la démocratie depuis la Révolution, c'est tout faux. Parce qu'à la fin de la royauté, je n'aime pas le mot monarchie, puisque c'est le gouvernement d'un seul homme, nous l'avons déjà connu sous la République. Donc c'est une composante de la royauté, mais ce n'est pas la royauté. Donc à la fin de la royauté, on a décidé que ça serait la démocratie. Tout faux, parce que la République, elle s'est déjà installée avec des partis, il y avait les Girondins, les Montagnards, et ceci et cela. Bon. Les amis d'un jour étaient les ennemis du lendemain, et c'est encore comme ça. Donc il n'y a toujours pas, ne parlons pas de ce mot-là, c'est impensable. Ce n'est pas le pouvoir du peuple qui, en votant, ce qu'on appelle ce système, permet de réaliser ça. Donc déjà, on n'est qu'avec des partis. Tant qu'il y a des partis, il peut y avoir des démocraties. Exactement. Et tant, j'irai même plus loin, tant qu'il y a des professionnels de la politique, il ne peut pas y avoir de démocratie. Pareil. Exactement. Je voulais juste, pour vous, monsieur, dire une petite chose. Oui. Quand vous disiez, si j'étais le fils d'un paysan, je n'aurais peut-être pas pu être Exactement. ici. Il y a beaucoup de villages qui, avec l'instituteur et le curé, disaient au châtelain, celui-là est très brillant, il faut le pousser.
Non, indépendamment de ça. Et c'est comme ça qu'on a eu vraiment, je ne vais pas citer les noms, mais de grands chirurgiens, etc., parce qu'ils ont été poussés, formés par les équipes. Je vous assure, Et de familles paysannes. Il y a de multiples exemples dans l'histoire. Vous croyez que c'est des exceptions ou c'est la règle? Ah non, c'était la règle. Vous croyez vraiment que c'est la règle? Attendez, c'était la règle. C'était l'honneur du village. Vraiment. Voilà. Autre chose, il faut penser aussi que depuis la nuit des temps, on a toujours vu qu'il y avait un système qui n'était pas pyramidal, mais qui commençait par le gouvernement des religieux, ensuite celui qui savait se battre, les chevaliers, après il y avait la bourgeoisie des villes, et ensuite le peuple. Donc, si on regarde la Révolution française, elle a été faite pour le peuple, par le peuple, oui, enfin elle a servi que la bourgeoisie. Bien sûr. Et regardez aujourd'hui. Donc, après, maintenant que le peuple est bien servi, mal servi, comme vous voulez, on va certainement revenir au système religieux. Parce que vous n'oubliez pas que le modernisme, c'est la première fois depuis l'humanité que la cohésion sociale ne se fait pas par le fait religieux, qui est la seule chose pour pouvoir faire une cohésion. Ça tire dans tous les sens. Chacun se fait sa petite religion et personne n'en a. Je voudrais réagir là-dessus parce que je sens que tout le monde a envie de pousser le fait religieux, de dire mais voilà, mais comme on n'a plus, si on ne peut plus se référer à Dieu, à quoi on se réfère? Alors, il y a quand même une chose que beaucoup ne disent pas, c'est que quand on parle du libéralisme, quand on parle de la République, quand on parle de la démocratie, toutes ces choses-là, ce sont des produits typiquement occidentaux, typiquement modernes. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont émergé dans des pays chrétiens. C'est-à-dire que c'est la chrétienté qui a produit, qui a permis tout ça. On ne retrouve pas ailleurs ça. C'est le christianisme qui a permis tout ça. Et bien sûr, c'est un enfant qui l'a répudié très vite. Mais l'enfant lui-même a répudié. Je m'inscris complètement en faux sur ce que vous avez dit. Je constate juste. J'ai fait toute une conférence qu'on trouve sur Internet là-dessus, tout un débat avec d'autres philosophes. Je ne pense pas que l'on puisse dire que la révolution des Lumières soit issue du christianisme. C'est un enfant contrefait. Oui, mais à ce moment-là, tout le monde descend de tout le monde. Ça, on peut toujours dire ça. Mais c'est précisément la négation du christianisme. Et donc, si c'est la négation du christianisme, évidemment, la négation de quelque chose vient de cette chose. Mais pourquoi il a été produit en terre chrétienne? Je pose la question. Pourquoi? Mais parce que, alors là, je vais dire des choses horribles, éteignez la caméra, mais tout simplement parce que la terre chrétienne était le lieu de la civilisation. Et il n'y a pas. Mais si, moi j'ai. Ça veut dire qu'il n'y avait rien en Chine, il n'y avait rien en Orient, il y avait. Oui, il y avait pas une civilisation comparable à la civilisation occidentale. Pas comparable, aucune. Non, mais regardez, nous parlons de philosophie. Ouais. Moi j'ai vécu en Asie, je me suis dit c'est merveilleux, je vais découvrir de nouvelles philosophies, je vais découvrir des trucs formidables. Il n'y a juste rien. Ça n'existe pas la philosophie en Asie. Ça n'existe pas. Oui. La philosophie, c'est une création occidentale, c'est une réalité. Mais eux n'appellent pas ça philosophie, mais il y a une pensée chinoise. Question suivante. Oui, il n'y a pas de penseurs chinois, il n'y a pas de... Non. Il y a des moralistes, il y a du taoïsme, il y a des bouddhismes. Le bouddhisme, c'est un espèce de panthéisme. Voilà, bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est de bon ton de se dire bouddhiste, parce que c'est un panthéisme avec l'exotisme de l'Asie. Mais c'est tout. Et le panthéisme, c'est une non-pensée. Je n'ai pas beaucoup approfondi Épicure, mais Épicure, c'est une non-philosophie. Quand on pense qu'Épicure a eu un maître qui était aristotélicien, il n'y a juste rien dans Épicure. Il n'y a juste rien. Il n'y a pas de corps de logique, il n'y a pas de corps de métaphysique, il n'y a pas d'explication de la réalité. C'est une négation. Il n'y a pas de référence à Dieu, c'est ça, je pense, qui vous pose problème. Non, bah oui, ça me pose problème, voilà. Ça c'est sûr. Mais ça, c'est le cœur du problème. Non, mais je vous assure, allons plus loin. Si vous prenez les écrits d'Épicure, on a quand même le corpus de sa doctrine. Il y a 3 lettres d'Épicure, et ensuite il y a le De Natura Rerum de Lucrèce, qui est la grande somme dont je vous ai dit qu'elle a été extrêmement lue à partir du XVe siècle dans tout l'Occident. Mais le De Natura Rerum de Lucrèce, c'est un poème, un magnifique poème. Un poème sur l'histoire du monde, l'histoire des hommes. C'est pas une philosophie.
Vous voyez, ça ne traite pas de logique, ça ne traite pas de comment on explique la réalité, ça ne traite pas de concepts philosophiques. Alors, c'est une philosophie, c'est un grand mot, philosophie. Évidemment, c'est un système de pensée. Mais ça n'a rien de comparable avec la philosophie même de Platon ou encore avec celle d'Aristote. Justement, quand vous parlez d'Aristote là-dedans, j'ai l'impression que vous en faites un proto-chrétien. J'ai Non, vraiment l'impression non, pas du tout. que si, parce Alors, que pas du tout. quand vous parlez des causes finales, et je suis d'accord qu'il faut réintroduire dans le débat public la question des causes finales, mais vous dites que finalement, le premier moteur dans la métaphysique d'Aristote, c'est nécessairement Dieu. Et je ne suis pas d'accord. Ou alors, je n'ai pas lu pareil de la même manière Aristote, mais pour moi, Aristote, il fait une hypothèse, et il dit, ça peut être Dieu, il faut le prendre en compte en bon scientifique qu'il est, il dit, ce premier moteur, c'est peut-être Dieu, il faut l'analyser tel quel, mais ça peut être autre chose. Il n'en sait rien, il cherche, il tâtonne. Et pour vous, le premier moteur, c'est Dieu, point. Et je finis là-dessus. Faut que je vous réponde. Bien sûr, j'y crois bien. Et ce qu'il y a, c'est que vous faites partie des gens qui amalgament théologie et téléologie. Et moi, j'essaye de me battre contre les modernes qui ont récusé la téléologie en disant la téléologie, c'est de la théologie. Je dis pas du tout. Et vous dites, bien sûr, tant mieux, c'est la théologie, c'est de la téléologie. Vous êtes d'accord avec nos contradicteurs en commun, mais seulement, moi je dis non, la théologie n'est pas nécessairement de la téléologie. C'est pas parce qu'on parle des fins qu'il faut forcément faire entrer Dieu dans l'équation. Et je vous dis ça en tant que catholique, baptisé. Plus grave. Voilà, vous dites c'est plus grave. Seulement moi je fais de la philosophie politique. Et quand je fais de la philosophie politique, j'ai cette notion de la sphère privée, de la sphère publique, et je ne veux pas convaincre les gens dans mon livre que mon Dieu est le meilleur. Non, c'est pas. Je ne peux pas me permettre de ça. Je dois être véritablement objectif et ne pas introduire trop Dieu dans mon rapport à la Alors philosophie là, politique. ce que vous dites est extrêmement grave. Parce que Je vais sortir vivant. Vous êtes un peu ça n'est pas libéral sans le savoir. ça n'est pas sûr, parce que quelque part, libéral sans vous me savoir. dites que je ne suis pas objectif. Non, j'ai dit j'essaye de l'être moi. C'est difficile, mais... On ne peut pas faire d'Aristote un proto-chrétien. Ça n'a juste aucun sens. C'est le sentiment que j'ai eu quand j'ai lu votre livre. Bah alors, Voilà. C'est qu'il est mal écrit. Il faut Ou que qu'il je est mal change. lu, qu'il est mal lu. Mais il est évident qu'Aristote ne peut pas être un proto-chrétien. Il naît 300 ans Non, mais bien avant le sûr. Christ. Oui. Donc on ne peut pas appliquer à la philosophie d'Aristote des concepts religieux. Mais par contre, il serait un peu fort de café qu'on nous interdise de lire Aristote et de dire « Ah mais Aristote dit la même chose que ce que dit la Bible sur un certain nombre de choses. » Ah non, À savoir qu'il y a un être qui a créé, enfin d'ailleurs il ne parle pas de création, mais il y a un être qui explique le monde et qui est distinct Mais du monde. Pas d'être. Ah bah si, C'est excusez-moi, pas relisez vraiment la un être, c'est un- métaphysique. c'est Bah si, c'est un être. c'est Le premier moteur est c'est un le premier être. moteur, c'est un L'être, principe. C'est un l'être, principe. il l'appelle l'être des êtres. Ça ne peut pas être plus qu'un être. C'est l'être des êtres. C'est la pensée de la pensée. Il y a bien un centre dans notre Il peut appeler ça Alors, le verbe. c'est le verbe, c'est exactement la même chose. Il a quasiment une vision trinitaire dans la métaphysique. Alors après, évidemment, ça a été assez facile pour les philosophes chrétiens de faire le lien. Qu'on vienne nous dire « Ah, vous n'êtes pas objectif ». Je ne dis pas que vous avez dit ça, mais beaucoup de gens le font. Disent « Oh, vous essayez d'attirer à vous Aristote ». Mais écoutez, moi, c'est pas de ma faute. Aristote, il arrive 300 ans avant le Christ et il dit la même chose que ce qu'enseigne la Bible. Bah, j'ai bien le droit de le dire, c'est tout. Et au contraire, c'est un argument de plus, puisque l'Église, puisqu'on parle d'Église, et moi je ne cache pas que je suis chrétien, évidemment, mais l'Église s'est beaucoup battue au XIXe siècle pour expliquer que la raison humaine, indépendamment de la révélation, indépendamment du dogme, pouvait prouver l'existence d'un Dieu. Et évidemment, elle se réfère à Aristote en cela. Alors, Les musulmans se réfèrent à Aristote aussi. mais ils ont bien raison. Et Ils ont bien les Juifs raison, également. parce que mais les Juifs ont bien raison Mais également. Aristote ne résout pas donc les conflits de religion. Ah mais bien sûr que non, mais j'ai jamais dit ça, moi. Les expressions sont Ça, je n'ai jamais Mais dit ça. alors justement, je rebondis là-dessus en disant, moi, mon livre, je l'ai aussi écrit, j'ai eu cette prétention de donner des cartes
pour penser, je pense que le régime actuel va s'effondrer. Là, il vit ces dernières années et il vaut mieux pousser le corps, hein, qu'on en finisse. Mais le régime qui va le suivre, j'ai essayé de penser le régime qui va le suivre. Et forcément, quand intervient la question religieuse, quand on prend en compte, et là concrètement, la France actuelle, avec tous ces chrétiens, ces musulmans, ces juifs et surtout le nombre d'athées, qu'est-ce qu'on fait de tous les gens à ce moment-là qui ne sont pas chrétiens? Moi, je ne crois pas du tout que le régime actuel va s'effondrer, en tout cas pas dans l'immédiat. Moi, je pense que le régime est très solide. Il est plus solide que jamais. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne s'effondre pas. Vous faites le lien avec la religion. C'est que quelle est l'alternative à la démocratie? Quelle est-elle, l'alternative? Pas à la démocratie, puisqu'on n'en connaît pas, mais au mondialisme, oui. Mais oui, non, mais à la démocratie telle que je la décris dans mon livre, c'est-à-dire à ce régime, au régime de notre classe politique, au régime de l'ONU, au régime... Quelle est l'alternative? Moi, je n'en vois qu'une. Et personne n'en veut. Ça serait de rétablir une référence à la loi naturelle. Dire qu'il y aurait dans le monde un ordre objectif, qui ne serait pas déterminé au Parlement. Oui, mais ça fait et pas auquel on Dieu, pourrait... Ah bah si, s'il y a un ordre, d'où vient-il l'ordre? Mais la nature en elle-même n'a pas besoin nécessairement de Dieu. Bah dans ce cas-là, c'est que... Mais dans ce cas-là, elle change. Vous voyez? D'où vient le mouvement? D'où vient le mouvement? C'est pas pour rien qu'Aristote dit que l'être des êtres est le premier moteur. C'est bien pour expliquer le mouvement que l'on constate dans le monde. C'est ça, c'est très profond la métaphysique d'Aristote. Ouais, c'est pour expliquer le mouvement. Eh bien, ce mouvement, d'où vient-il? Et y a-t-il un ordre objectif? Y a-t-il une loi naturelle? Je n'ai entendu aucun des candidats aux élections présidentielles faire la moindre référence à la loi naturelle. Même Madame Le Pen, elle ne veut surtout pas parler de ça. Même ce que c'est. Donc, si vous voulez, la seule alternative, ça serait de revenir à un concept qui est jugé totalement désuet et dont personne ne veut aujourd'hui. Même notre clergé n'en veut plus. Vous voyez? Et donc comment voulez-vous qu'il y ait un retour à cela rapidement? Je ne le crois pas. Le christianisme a un rapport particulier quand même à la nature, qui n'est pas le rapport qu'a Aristote à la nature quand même. Aristote se base sur la nature, le christianisme rejette quand même une certaine nature. On ne peut pas dire le contraire. Le péché originel, je pense pas qu'il y ait dans la Bible la même façon de voir la nature que chez Aristote. Aristote se fonde sur une analyse qu'il veut objective de la nature. Quand il dit que l'homme est un zoon politikon, c'est-à-dire un homme ancré dans une communauté, il ne fait pas nécessairement intervenir Dieu. C'est-à-dire des gens qui ont vocation à se gouverner en communauté. Et encore une fois, pour remettre la démocratie sur le plateau, si nous sommes vraiment des zones politicones, des hommes politiques, nous avons tout à gagner à viser un régime qui fasse intervenir le plus de monde possible, qui fasse le plus possible que les gens soient des zones politicones, qui s'intéressent à la politique et non pas qui se recluent dans la sphère privée. Là, Aristote, très clairement, quand il analyse de manière... disons le naturaliste, la politique, il ne fait pas intervenir, bien sûr il y a la métaphysique, mais quand il étudie la démocratie, il ne fait pas intervenir Dieu dans la démocratie, il fait intervenir le zoon politikon, c'est-à-dire ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'animal grégaire que nous sommes et qui a vocation à se réaliser au sein d'une communauté. Après qu'il y ait l'élément religieux qui est une référence à Dieu, etc., ça vient après. Il va y avoir des gens qui auront la faculté de se vouer à la vie monastique dont vous parliez. C'est pas tout le monde qui va réussir à faire ça. Oui, enfin, mais d'ailleurs, là, je crois que vous m'avez fait pour la vie monastique. C'est pas mon cas, et je crois que c'est pas le cas de beaucoup de monde. Je crois que c'est une vocation qui est bien particulière. Là encore, Platon nous dit qu'il ne faut pas s'arrêter aux mots. Et je crois que c'est très sage. Il dit le plus important, ce sont les choses. Bon, on ne va pas opposer, il me semble, de façon un petit peu artificielle,
la philosophie d'Aristote avec la philosophie des médiévaux ou la philosophie des conservateurs, si vous voulez. Non, mais il y a une continuité, il y a un fil directeur. D'abord, il y a une continuité. Il est évident que Aristote parle à son époque, avec les mots de son époque, en commentant les philosophes qui l'ont précédé. Et nous-mêmes, depuis, on commente, il y a eu beaucoup d'autres pensées qui se sont développées. Mais qu'il y ait un rapport à la nature un peu différent entre Aristote et puis, je sais pas, saint Thomas, peut-être, vous voyez, mais je crois qu'il n'est pas neutre, que un grand courant de pensée, je vais vous donner la parole, monsieur, existe, c'est ce qu'on a appelé la philosophia perennis, et la philosophia perennis qui a quand même tenu le haut du pavé pendant quand même juste 2000 ans. Hein. La philosophie moderne, la philosophie des Lumières, c'est une philosophie qui a, mettons, 300 ans. C'est pas grand-chose dans l'histoire des hommes. Alors, je vous ai dit à satiété qu'elle prenait ses racines dans Épicure, mais sous sa forme actuelle, elle est très récente. Bon, alors, je crois que les grands débats sont là. C'est entre la philosophie pérennis et puis la philosophia perennis et puis la philosophie des Lumières. Monsieur, une question ? Oui, je voulais dire quand même que la valeur suprême de la démocratie, c'est le mensonge, et le double langage. C'est quand ils parlent de démocratie, ils utilisent ça pour manipuler les gens. C'est-à-dire que les gens qui les écoutent n'entendent pas la même chose que ce qu'eux, ils entendent par démocratie. Quand ils parlent d'ennemis de la République, ça veut dire ennemi des pouvoirs francs-maçons, ça ne veut pas dire ennemi du régime. Quand ils parlent de en 1789, c'était pas de liberté pour les ennemis de la République. Donc quand ils parlent de liberté, non seulement c'est un mensonge, mais c'est un double langage. Mais les mots sont des armes, vous avez raison. Les mots sont totalement mensongers. Oui. Bon, la seule façon dont on peut s'en sortir, c'est Saint-Jean, la vérité nous contradit. La seule chose, le régime actuel qui est solide en apparence, jusqu'à un certain point, parce qu'il se détruit lui-même, il n'y a qu'à voir comment les gens du régime, comme les révolutionnaires de 89 se trouvaient entre eux, aujourd'hui ils se détruisent entre eux, rien n'est basé sur la confiance entre eux. Rien, sauf la solidarité du pouvoir, droite comme gauche réunie. La seule chose qui peut nous en sortir, c'est de revenir aux fondamentaux de la France, qui est la France catholique, qui est une France créée par l'Église et par le roi. Ou c'est ça ou rien. Bon, et on y reviendra. Mais personne n'en veut. Je répète ma question, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas catholiques? Concrètement. Alors, là, je vois vraiment du concret. On les convertit. Moi, vous n'êtes pas libéraux, ça c'est ça. Je vous réponds, ça c'est catholique. Qu'est-ce qu'on fait des gens aujourd'hui qui ne sont pas francs-maçons et qui ne sont pas républicains? On les écoute. Dans un régime catholique traditionnel, vous prenez l'exemple de l'Autriche-Hongrie du 19e de François-Joseph, c'était un régime totalement libre. Les Juifs avaient les universités, apprenaient l'hébreu. Les gens avaient totalement liberté et tout ça. Dans tous les régimes non catholiques, c'est pas vrai. Dans tous les régimes catholiques, profondément catholiques, ceux qui ne sont pas catholiques ne sont pas persécutés. Ne pas être persécuté, c'est une chose, mais avoir part au pouvoir, c'est autre chose. Attendez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a part au pouvoir? Vous avez des organismes. Dans un régime non catholique, personne ne l'a. Vous avez des organismes qui ne sont pas catholiques dans les églises, des organismes qui ne sont pas catholiques, des compositeurs de musique, des religieux. Bien sûr, oui. Non, mais attendez, Oui, enfin, là, on ne parle pas vraiment du pouvoir non plus. Aujourd'hui, si vous avez un ordre public catholique, les gens qui ne sont pas catholiques, peut-être qu'ils ne seront pas directement au gouvernement, mais ils seront totalement libres. Vous aurez un bien commun qui sera bien plus important qu'actuellement. La Révolution française a supprimé le bien commun pour le remplacer par l'intérêt général. Exactement, oui. Donc c'est une destruction totale, c'est pas vrai du bien commun. Je vais rebondir là-dessus. Je pense, moi, que ce que nous avons perdu, c'est la notion effectivement, de bien commun, c'est-à-dire de commun en général. Bon, nous sommes une communauté et la communauté doit partager quelque chose de commun. Dans une communauté, dans notre communauté qui est en fait une société libérale, ce que nous partageons, la seule chose que nous partagions, c'est le désir de n'avoir rien en partage. C'est ça. C'est la tolérance, c'est le fait que, en fait, on n'a rien en partage et c'est très bien comme ça. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et la société est en train de son... Voilà, exactement. Il faut retrouver du commun et pendant des siècles, le commun, ça a été le christianisme. Mais ce que moi je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on doit refonder du commun et ça ne peut pas être le christianisme.
Clairement, ça ne veut pas être... C'est une forme de transcendance. On ne fait pas bien commun sur la loi suprême qui nous Ah, mais je suis d'accord qu'on a perdu quelque chose. Je veux dire, on n'y reviendra pas là-dessus. Oui, on y reviendra. Mais vous allez y revenir par la force. Aragon Par la parle de force. Non, transcendance. par la prière. Attendez, Ça déjà, m'étonnerait. il a le Par la temps. prière, je sais pas, hein, mais- Le poème d'Aragon, je voudrais une cathédrale pour un royaume qui borde la net, c'est bien la transcendance pure, c'est Aragon qui l'écrit. Tous les athées ont besoin de transcendance et Mais oui, on a C'est tous leur une part arme. cachée. Mais moi, vous n'allez pas me convaincre. Moi, je suis d'accord avec vous. Je l'ai dit tout à l'heure. La transcendance, on a besoin de transcendance. Mais je vous dis, oui, d'accord. Mais dire que le commun, ça doit être à nouveau le christianisme, je dis, c'est peine perdue, ça ne se passera pas. Ou alors ça va se faire dans le sang. Il n'y a pas de Pas du il n'y a tout, pas au de contraire, commun. Ah, parce que comment vous oubliez que le mot catholique vient d'un mot qui veut dire universel. Oui, Voilà. oui, mais Alors, ça sont des mots. On a dit tout à l'heure, on s'en tient pas en mots. C'est un mot qui vient de 2000 ans, ce sont pas des Attendez, mots. on n'a jamais tué au dos du décalogue alors qu'on tue tous les jours au nom des droits de l'homme. Mais bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Là, vous prêchez un converti. Je n'ai pas Alors, on n'a de- jamais vu quelqu'un prendre un couteau au nom de... je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'accord pour dire que les droits de l'homme sont la religion actuelle, parce qu'on ne fait pas sans religion. On s'est trouvé une religion de substitution, c'est un autothéisme, c'est-à-dire la promotion de l'homme par l'homme. Je suis d'accord avec ça. C'est des catholiques, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc si vous voulez pas sortir, si vous voulez rester dans le même système actuel. Non, justement, je ne veux pas rester dans le système. Je vous dis, Alors, il faut revenir à la alors je vous dis, comment faites-vous pour convaincre les gens de croire? Comment on fait? La relation. Et ça va prendre combien de siècles pour retricoter ce qui a été détricoté? Oui, parfois les gens appliquent. Et ils ont beaucoup de mérite. Bon. Mais Je vais essayer de conclure s'il y a un peu de silence, qui n'est pas sûr. Parce que les esprits s'échauffent. il fait chaud aussi. Mais vous croyez que les... Si vous voulez, il faut revenir à Bon, des s'il vous plaît. hiérarchies de valeurs. S'il vous plaît. La vérité rend libre, Mais alors il que est là, on a chaud, des quoi. hiérarchies de valeurs fausses. Voilà. S'il vous plaît. Moi, il reste à vous remercier, ce n'est pas une soirée. Ce n'est pas une soirée que des sujets aussi complexes peuvent être épuisés. L'année prochaine, Maxence, vous reviendrez, et sans doute Avec plaisir. avec le professeur Magnard et sans doute Guillaume Bernard qui travaille beaucoup sur les questions du renouvellement de la pensée politique à l'ICES. S'il vous plaît, pourriez voir, voilà, courtoisie. Et ça demande un travail pour chacun, un travail de réflexion. Vous voyez, la dernière conférence était sur la souveraineté. Souveraineté, qui est un mot qui est séduisant pour beaucoup d'hommes se prétendant de droite, oubliant que c'est une vieille notion juridique romaine, laïcisée, détournée de son sens. Et on aboutit à une défense de la souveraineté sans l'identité. Donc tous ces sujets-là sont connexes. Quant à la question de la démocratie, il y a peut-être un point qui n'a pas été abordé, et qui est, je pense, névralgique, c'est la notion du positivisme juridique. Peu importe la forme du régime, qu'elle soit démocratique, oligarchique, mais quelle est l'essence de la loi? Qu'est-ce qui légitime la loi? Alors soit on prend la position de Chirac, qui est un écho de Créon, et ça en dit long, sur l'apostasie intellectuelle de notre pays. Soit on revient à une conception saine du fondement de l'ordre juridique, mais ça demande une réflexion intellectuelle. Qu'on était il y a quelque temps à la radio pour parler de philosophie, après quelques digressions sur les aléas de la politique moderne, j'avais montré que Macron était tout à fait l'homme de la situation. Un narcisse, un type aux limites assez flou, mais surtout, ce qui était à constater, et c'est un objet de réflexion, que des
frange importante de catholiques prétendus de tradition, qui était la Manif pour tous, je ne vais pas donner des noms de Versailles, des grandes familles, qui ont appelé ouvertement à voter Macron. Et vous avez oublié la phrase que j'avais citée de Baudelaire, et ça rejoint le libéralisme, que chez le bourgeois, le coffre-fort est en plus grande sûreté que le ventre de sa femme qu'il serait prêt à vendre. Ça a été écrit il y a plus d'un siècle. Terrible. Donc peut-être ce qu'on vit, des questions, par exemple, dans quelque temps, les comités d'éthique vont rendre leur avis, qui pourra permettre à Macron de jouer au grand démocrate en disant j'ai écouté les sages qui m'ont dit que, ainsi de suite. On sait très bien ce qu'ils pensent, et surtout sa ministre de la Santé. On ira de dérive en dérive. Et on vit, comme le dit votre maître, le professeur Magnard, des temps apocalyptiques. Mais peut-être on s'en rend pas compte. Alors peu importe les étiquettes politiques partisanes, il s'agit de biens fondamentaux, essentiels. Et on peut être pris d'angoisse des fois. Vous voyez, j'ai un de mes amis qui a écrit une somme sur les questions de bioéthique. Par naïveté ou par gaminerie, j'ai proposé ça à un évêque de l'inviter, en plus c'est un orthodoxe, donc on a l'écuménisme. Mais ces sujets-là, il ne faut pas l'aborder. Voilà. Donc le problème est là. Il est évident que nos démocraties sont soumises au règne de l'argent. On ne peut pas croire que les progrès monstrueux du transhumanisme s'arrêteront dans quelques laboratoires. Il faut voir que Google a une puissance énorme, supérieure à un État. Ils jouissent même d'une représentation diplomatique. Et ça peut s'est passé quasiment dans le silence intégral. Voilà, sous ces quelques réflexions. Alors je vous signale que lundi prochain,